opérer une personne, soigner, faire un traitement de cette maladie, c'est avoir une approche globale de l'individu. Et dedans, on a toute une équipe multidisciplinaire et le patient doit être prévenu des risques, des enjeux. Docteur Guillaume Pourchet, donc je suis chirurgien digestif et spécialisé dans la chirurgie de l'obésité. J'avais un parcours plutôt cancérologique, avec une chirurgie cancérologique que je souhaitais réaliser. Et le fait de soigner, de prendre en charge des personnes en souffrance de cette maladie, encore ignorée, m'a vraiment passionné et convaincu. C'est une chirurgie qui va soigner des personnes en situation de maladie, obésité. Et ça, c'est le premier point qu'il faut absolument rappeler. Ce n'est pas un problème de volonté, ce n'est pas un problème de comportement. L'obésité, cette maladie qui est reliée au poids, mais pas seulement, qui touche le corps, l'individu, sa personne sociale aussi, eh bien, c'est une vraie maladie. Cette chirurgie, elle peut se résumer à 3 grandes techniques que le grand public connaît. La première, l'anneau gastrique. C'est une technique qui est décrite comme purement restrictive, c'est-à-dire qu'elle va empêcher la personne souffrant de la maladie de manger. On se contente de mettre un anneau autour de l'estomac. Et on va empêcher par cet anneau le passage des aliments en les bloquant. C'est une technique qui est encore autorisée, qui a beaucoup d'effets secondaires, qui est assez peu risquée à faire, mais qui est finalement très lourde à vivre au quotidien avec des complications, des risques et une efficacité qui est moins bonne. La deuxième grande technique, le bypass, c'est une technique qui va réduire la taille de l'estomac et déconnecter une partie de l'estomac à sa partie inférieure. On va faire un court-circuit, c'est-à-dire qu'au lieu que les aliments passent par l'estomac et par ce qu'on appelle le duodénum, pour permettre la digestion complète, eh bien, on va faire en sorte que les aliments descendent directement plus bas. C'est une technique qui, elle, va empêcher de digérer, bien sûr empêcher un peu de manger, et puis d'autres cascades qui interviennent, qui font son efficacité. Le risque dans le bypass, c'est qu'on peut trop maigrir, il y a aussi des complications liées au montage, liées aux carences en vitamines, et qui nécessitent une surveillance très rapprochée. Enfin, la sleeve gastrectomie, qui est une technique qui se contente finalement de transformer l'estomac en un tube. Il n'y a pas de rupture de la continuité, les aliments passent comme avant la chirurgie. Par contre, on enlève une partie de l'estomac qui joue au niveau des hormones, au niveau de connexion nerveuse, au niveau de la faim. Et en enlevant cette partie, on fait un petit peu comme une remise à zéro de certains systèmes. Et cette technique-là, elle permet de ne pas modifier le circuit avec des risques de carence, hein, comme toutes les techniques, mais qui sont plus faciles à gérer, même s'il faut les suivre, même s'il faut mettre des vitamines à long terme. Le premier critère, c'est d'être en situation d'obésité morbide, c'est-à-dire un indice de masse corporelle supérieur ou égal à 40 dans sa vie. Donc ça, c'est très important de le rappeler. Le chiffre, il n'est pas le jour de l'opération, mais il est le maximum que vous avez fait dans votre vie. L'autre critère, c'est plus de 35 kg par mètre carré avec des comorbidités, avec des signes d'atteinte sur votre corps. Les nouvelles recommandations de la Haute Autorité, qui sont toutes récentes de 2024, ont listé les comorbidités avec de nouvelles comorbidités, donc toutes les anciennes qui comprennent l'hypertension, les maladies cardiovasculaires, le diabète de type 2, l'apnée du sommeil, l'asthme, les douleurs articulaires invalidantes. Se rajoutent dans les douleurs articulaires vraiment de façon ciblée les lombalgies, qui sont un vrai problème dans cette pathologie. On a d'autres comorbidités qui sont bien détaillées, notamment l'insuffisance rénale, des problèmes de hernie, d'éventration, les ovaires polykystiques. Nous avons également le cancer qui est bien ciblé, puisque la maladie obésité est un facteur de risque de cancer en général. Donc avoir une tendance au cancer est un facteur qui stimule la prise en charge thérapeutique. Et l'hypertension intracrânienne. Je vous invite d'ailleurs à relire ces recommandations où tout est listé en détail. Un autre élément qu'il faut évoquer, c'est l'âge qui a été repoussé, l'âge de prise en charge, qui est maintenant jusqu'à 70 ans.
ces risques, on peut les résumer à trois grands risques. Le premier qui est l'hémorragie, le saignement. Le deuxième qui est l'infection, avec ce qu'on appelle fuite, fistule, enfin beaucoup de mots qui sont utilisés. Et c'est comme on va couper l'intestin, il y a des risques de fuite du liquide gastrique ou salivaire qui fait des infections qui peuvent être très graves et très dangereuses. Le troisième risque, qui est plus lointain, c'est ce qu'on appelle des éventrations, donc c'est comme des hernies. Après, on a d'autres éléments qui sont reliés à cette chirurgie. C'est un phénomène qu'on appelle le reflux, avec des remontées acides liées au fait que quand on se fait opérer, eh bien, on change de taille d'estomac. Et donc ça demande de l'éducation. Et ce n'est pas à cause de l'opération en tant que telle, mais parce qu'on gère mal son nouvel estomac. C'est la principale cause de ces phénomènes de reflux qui sont en dehors d'une opération finalement assez naturelle chez beaucoup de personnes. Il y a une part éducation thérapeutique qui est primordiale. Si vous ne prévenez pas le malade et si vous ne lui apprenez pas comment gérer son nouvel estomac, eh bien, il va avoir le problème, c'est sûr, à 100%, quelle que soit la technique. C'est lui qui va conduire la voiture, et donc il faut qu'il apprenne à le faire. Et la mission de l'équipe multidisciplinaire, parce que ça c'est un point très important, opérer une personne, soigner, faire un traitement de cette maladie, c'est avoir une approche globale de l'individu, de la personne humaine, et dedans on a toute une équipe multidisciplinaire, et le patient doit être prévenu des risques, des enjeux. Un élément qu'il faut aussi évoquer, c'est la mortalité, le risque de mourir. Tous les patients ont entendu dire, même par leur médecin traitant, malheureusement, « Ouh là là, vous ne faites pas opérer, c'est quand même risqué, vous pouvez mourir de ces opérations ». Ça, il faut le déchirer, ces approches-là, parce que aujourd'hui, la chirurgie de l'obésité, eh bien, elle est très, très, très sécurisée. Il y a toujours un risque de mourir dans tout acte chirurgical, mais il est très faible. Il est beaucoup plus faible que les chirurgies coliques, par exemple. Donc ça aussi, il faut lever ces peurs. Comme un grand sportif, avant l'épreuve, eh bien, il faut mettre en place des éléments d'entraînement. Et donc cet entraînement, il est organisé par plusieurs entraîneurs. Donc le psychiatre, il va évaluer. La psychologue, elle va permettre de suivre le malade si besoin. Tout le monde n'en a pas besoin. Il y a des consultations minimum. Il y a une équipe de diététique qui va évaluer le comportement, donner des conseils pour apprendre son nouvel estomac. Il y a une équipe de médecins nutritionnels notamment, mais ça peut être des endocrinologues ou d'autres spécialités adaptées qui vont évaluer est-ce qu'il y a des carences en vitamines, est-ce qu'il y a des maladies associées comme l'hypertension, comme le diabète. Et donc, ils vont faire un bilan de santé du malade avant la chirurgie. Bien sûr, le chirurgien qui lui va expliquer, qui va coordonner, c'est un peu le chef d'orchestre du système, et puisque c'est lui qui va opérer. On a également des infirmiers, et notamment une infirmière coordinatrice, qui n'est pas obligatoire dans le parcours, mais qui est fortement recommandée. Et nous, on travaille, et c'est vraiment recommandé aussi aujourd'hui, avec des associations de patients. Et c'est très très important, puisque la place du patient expert, aujourd'hui, dans toutes les maladies chroniques, on sait que c'est primordial. C'est une personne qui a vécu les choses, comme le patient, qui s'est formé aussi pour en parler, et qui va utiliser des mots plus faciles que l'équipe médicale, et qui va pouvoir répondre à des questions plus personnelles. Décider si un patient est prêt ou pas pour la chirurgie, c'est un moment particulier qu'on réalise en réunion de façon multidisciplinaire avec le médecin nutritionniste, le psychiatre, la psychologue, les anesthésistes également. Donc c'est l'évaluation du bilan qu'on a réalisé, donc médical avant. Est-ce que tout est contrôlé ou pas? C'est bien. Et puis il y a cette évaluation aussi de l'éducation thérapeutique, du parcours qu'a fait la personne. Est-ce qu'elle a mis en place les choses? Est-ce qu'elle est au meilleur d'elle-même pour avoir le meilleur résultat? C'est important aussi de rappeler que c'est vrai qu'il y a des maladies psychiatriques qui sont des contre-indications temporaires, en tous les cas, qui sont là. Il ne faut pas se faire opérer si on n'a pas contrôlé, notamment les troubles du comportement alimentaire ou des maladies plus graves comme des psychoses, mais ça reste temporaire. Par contre, au lieu de prendre 6 mois, 1 an, ça va prendre 5 ans. Ça prend plus de temps parce que maîtriser ces maladies, ça prend du temps.
Avant la chirurgie bariatrique, il est très important d'avoir une évaluation d'ordre psychiatrique. Et ça, c'est, à mon sens, même si les recommandations ne le spécifient pas très bien, c'est le psychiatre qui est à même de le faire. C'est-à-dire que c'est un médecin qui va évaluer est-ce que vous avez une psychose, est-ce que vous êtes schizophrène, est-ce que vous avez des troubles du comportement alimentaire, est-ce que vous êtes dépressif. Donc ça, c'est lui, le médecin, qui peut faire le diagnostic et initier une prise en charge. La psychologue, elle est très importante également, mais elle est plus dans l'accompagnement et dans le suivi des troubles. Le suivi post-opératoire immédiat, il est très important parce que c'est le moment où il y a le risque des complications aiguës. Donc les deux principales que sont l'hémorragie et l'infection avec la fuite. Donc on accompagne avec des infirmières à domicile qui permettent de faire une bonne hydratation. Donc il y a vraiment de surveiller l'hydratation, l'alimentation parce que c'est difficile les premiers jours. Et puis le patient va voir le chirurgien et la diététicienne au bout d'un mois parce qu'on va vérifier qu'il n'y ait pas de grosses complications. On fait également des prises de sang 2 jours après l'opération et 8 jours après l'opération, ce qui permet de ne pas passer à côté. Une complication, c'est bien sûr grave, mais plus tôt on la découvre, mieux c'est. Et là aussi, le patient doit être acteur. Il y a 3 signes que vous devez avoir en tête. Si vous les avez après l'opération, si vous avez un des 3, vous devez vite appeler l'infirmière coordinatrice, c'est-à-dire de la fièvre. C'est pas normal d'avoir plus de 38, d'avoir le cœur qui bat à plus de 120 par minute, c'est pas normal, et d'avoir des douleurs qui augmentent malgré les médicaments, c'est pas normal. Donc même à 2 heures du matin, il faut appeler, on va vérifier, la plupart du temps il n'y a pas de problème. Plus on avance dans le temps, plus ce suivi et s'espace, et dans mon équipe, on réalise 50 suivis avec le chirurgien, avec la diététicienne, avec le médecin nutritionniste, avec la psychologue, un suivi rapproché au sein de l'équipe. Même après une opération, on peut regrossir. On peut regrossir et la manière de contrôler la maladie, c'est surtout d'avoir un bon suivi et de mettre en place d'éviter les facteurs aggravants qu'on a détaillés. Passer le cap des 5 ans, puisque on est face à une maladie chronique, et les recommandations sont très claires, il faut être suivi toute sa vie après une chirurgie de l'obésité parce qu'on a aussi des risques de malnutrition, on peut mal s'alimenter, avoir des carences en vitamines, surtout quand on a un montage comme un bypass où on n'absorbe pas bien les vitamines, donc ça c'est très important d'être suivi au niveau des vitamines. Et ce suivi, il doit être fait avec le médecin traitant. Donc, le suivi minimum passé 5 ans, c'est de voir une diététicienne 1 fois par an et de voir son médecin traitant qui fait une prise de sang globale pour éviter les risques de carence 1 fois par an toute sa vie. Les critères qui font qu'on a un moins bon résultat sur la maladie, ils sont quand même assez bien connus aujourd'hui. Le premier, c'est l'absence de suivi. Donc quand on n'est pas suivi, eh bien ça ne marche pas bien. On vit dans des sociétés occidentales modernes qui poussent à la malbouffe, à l'hyperconsommation. Donc tous les codes de société qu'on a aujourd'hui, et pour tout le monde, ils sont très mauvais. Le deuxième facteur, c'est la technique chirurgicale. On l'a un peu évoqué, on a 3 grandes techniques. L'anneau, ça marche moins bien que les autres. Donc si vous avez fait un anneau plutôt qu'une sleeve ou un bypass, eh bien vous allez avoir a priori un moins bon résultat. Troisième élément, c'est un facteur qui est relié à la prise de poids, c'est-à-dire qu'on s'est rendu compte que quelqu'un qui prenait plus de 10% de son poids avant l'opération, dans les 6 mois de préparation, a de beaucoup moins bons résultats qu'une personne qui a un poids plutôt stabilisé. Et ça, il faut vraiment le rappeler, hein, le travail qui est fait avant, il est vraiment utile après. D'autres critères sont le fait d'avoir fait des régimes dans sa vie. Alors malheureusement, on est comme on est, hein, on a son passé, mais le fait d'avoir perdu 20 kilos, repris 30 et d'avoir fait ça plusieurs fois dans sa vie, eh bien, ça va modifier tout votre tissu adipeux, pour faire simple, et faire des cicatrices à l'intérieur, de la fibrose, qu'on appelle la fibrose notamment. Et le fait d'avoir de la fibrose, c'est un facteur qui fait qu'on répond un peu moins bien à l'opération et au traitement.
Un autre élément qui ressort, c'est l'âge. Il semble que quand on a plus de 65 ans, le résultat, il est surtout moins rapide. La place du chirurgien, elle est très importante. Historiquement, c'est le chirurgien le premier qu'on va voir dans cette prise en charge thérapeutique. C'est aussi les chirurgiens qui ont eu l'intelligence et le pragmatisme de comprendre que eh bien, se faire opérer, c'était pas tabou et ça sauvait la vie. La chirurgie-phobie, elle est très forte, surtout dans la spécialité obésité. On dit encore tout sauf la chirurgie. Je pense que non. Quand on est dans les critères, il faut faire la chirurgie. Donc le chirurgien, il a une place très importante. C'est lui qui va ouvrir le corps du malade et modifier le corps. Donc faire avec ses mains le traitement. Et c'est aussi lui qui va orchestrer. Parce que le patient lui donne sa confiance du fait de l'acte chirurgical, et derrière, c'est lui le chef d'orchestre. Il n'est pas tout seul, et surtout pas, mais je pense que c'est très important de garder cette place-là. Dans ces situations de grande obésité, eh bien, il faut aller vers la chirurgie, et c'est quand même le point d'équilibre de la prise en charge. La plupart de mes patients viennent par eux-mêmes. Donc les réseaux sociaux ont un impact très fort, les discussions entre patients sont très importantes. Il y a des médecins traitants qui adressent, parce que c'est quand même, on en parle beaucoup et heureusement, parce que cette maladie obésité, et ça c'est un point très important, c'est bien sûr pas une maladie du comportement, mais c'est une maladie qui se transmet. Plus la population souffrant d'obésité augmente, plus elle transmet, à ses enfants notamment. Et donc, on n'arrivera jamais à stopper si on ne soigne pas cette population. Donc, il y a une urgence pour moi qui est là, qui est du dépistage, parce que si on ne sait pas qu'on est malade, on ne va pas se faire soigner, et du soin. Je crois qu'on est face à la plus grande maladie du siècle qui va durer. C'est une maladie qui est malheureusement très grave parce qu'elle fait mourir les patients et il faut absolument la reconnaître comme telle. En France, on a un merveilleux système de santé mais qui a une lourdeur administrative et si je peux lancer un appel d'alerte, c'est pour moi reconnaître la maladie en tant que telle et de lui affecter une affection longue durée permettra de débloquer beaucoup de choses, notamment dans le remboursement des vitamines, du suivi psychologique, du suivi diététique, et de casser son image négative et culpabilisante.